Re-bienvenue tout le monde. Donc, on va passer à la portion panel de la soirée. Je vais vous présenter chacun de nos invités. On a une très, très belle brochette de panélistes avec nous ce soir. Donc, le premier que je vais présenter, qui est en train de faire un live en direct, je crois, c'est Denis Martel, qui est professeur en marketing numérique au Collège Barthes et au Cégep Limoilou. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'Institut de gouvernance numérique. Et jusqu'à tout récemment, il était directeur de la planification stratégique chez Cossette avant de se lancer, en fait, à son compte et de devenir conseiller stratégique pour les entreprises. Pour moi-même. Il a, entre autres, accompagné des entreprises comme Bombardier, le RTC, Via Rail, l'Office du tourisme, Brunet, Métro, Desjardins, Saint-Hubert. Rien de moyen. Des grosses marques nationales. Il partage aussi, en fait, les valeurs qu'on a chez Guépard d'authenticité et de valorisation du contenu avant toute chose. Dans ses temps libres, il est aussi plongeur, scaphandrier pour des documentaires historiques. Je suis pas mal sûre qu'on pourrait faire un panel au complet sur cette question. Ça, c'est tous les éléments qui me font produire du contenu que j'ai mis dans ma liste. Hein. C'est ça. J'ai eu la chance de participer dans à Chasseurs d'épaves puis à Mystère des lacs. C'est génial. Puis, en fait, il y a aussi... il a contribué à l'un des premiers podcasts de marque qu'on a eu au Québec. Et d'ailleurs, ce serait la première question que j'aurais à te poser. Vas-y, j'écoute. J'aimerais que tu m'en dises plus sur ce podcast-là que tu as créé, qui était l'un des premiers. Écoute, c'est pas un truc qu'on crée seul, hein? Puis c'est une question qui me permet de revenir sur des éléments que Mathieu donnait tantôt. Dans un contexte de podcast de marque, quand tu travailles sur des marques nationales, on est dans des budgets beaucoup plus importants, on est dans des stratégies qui viennent s'intégrer dans des écosystèmes publicitaire. Puis on peut vraiment dire le mot publicitaire dans ce contexte-là. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une pièce qui est un peu... qui demande une certaine audace de l'entreprise. Puis je suis le premier vraiment à remercier et à féliciter Exceldor de s'être lancé dans un contexte comme celui-là parce que c'est pas évident aujourd'hui d'essayer des nouvelles choses puis d'être précurseur. Mais comme on dit, ceux qui ont de l'audace aujourd'hui vont être les leaders de demain. Hein? Puis ils se sont lancés, ils nous ont fait confiance pour ça. Puis on se retrouve maintenant avec un produit de contenu qu'ils se doivent de publiciser. Puis c'est ça la particularité que je trouve vraiment intéressante, c'est qu'il y a une stratégie de promotion, pas seulement pour vendre du poulet. Oui, éventuellement, ce truc-là vient contribuer à la marque puis à l'atteinte des objectifs au point de vue affaires. Mais on a aussi ce podcast-là qu'il faut maintenant faire la promotion. Donc, il faut investir aussi pour faire la promotion du podcast maintenant. Donc ça, c'est une autre notion qui est un peu nouvelle puis qui demande de revoir la façon dont on fait les choses habituellement. Tout l'argent ne peut pas aller qu'en promotion du produit, produit à premier niveau. Puis on va d'ailleurs l'aborder justement spécifiquement cette question-là aussi de comment on publicise un podcast un peu plus tard. Fait que c'est génial. On bien mis la on table. va mettre sur le back burner. On a aussi Marie Plamondon, en fait, qui est juste à côté, qui est rédactrice marketing et qui, en fait, transforme les textes poches en moments, on dirait qu'elle me connaît. Elle n'aime pas l'expression perle rare. Je ne l'ai pas utilisée à date. Hein? Non, t'es bonne. Super. Et les longues, elle n'aime pas non plus les longues phrases remplies de mots à 100 $. On partage vraiment la philosophie là-dessus. Tout à fait. Donc, elle a travaillé dans plusieurs agences. Elle a travaillé entre autres chez Cossette, travaillé aussi pour Exceldor et pour Hill Carlton. HKDP. Parfait. Avant, oui. Previously. Oui, je l'ai dit. That was good. Puis elle a en fait récemment lancé un podcast qui s'appelle Les humains du marketing. Oui. Donc j'aimerais, avant d'introduire nos autres panélistes, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur ce podcast-là que tu as lancé, puis aussi pourquoi les humains du marketing. Oui. J'ai décidé de partir ce podcast-là parce que je travaille de chez moi, puis à un moment donné, à être toute seule chez moi, je suis avec mon chien, mais ça devient long. Puis j'ai besoin de contact humain et tout ça. Donc je me suis dit de partir un podcast, c'est comme une bonne façon pour moi de rencontrer des nouvelles personnes. Puis j'ai décidé d'appeler ça les humains du marketing parce que qu'est-ce que je fais en fait, c'est des entrevues. J'adore poser des questions aux gens, apprendre à les connaître et tout ça, puis apprendre à découvrir leur histoire, leur parcours. Puis et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de poser les questions aussi que d'y répondre, comme présentement. Puis les humains du marketing, c'est ça, c'est vraiment de dire c'est quoi votre parcours et non comme c'est quoi vos trucs marketing. C'est vraiment de parler des personnes, des expériences. Et voilà.
OK, puis tu disais aussi de favoriser les collaborations. Oui, exactement. Quelque chose que j'essaie toujours de faire et de dire et de valoriser avec les humains du marketing, c'est la collaboration. Donc, tu sais, quand il y a des gens qui t'ont aidé dans ton parcours ou dans ta carrière ou même dans ta vie personnelle, les remercier, bien, ça fait partie aussi du podcast. Il y a toujours une question par rapport à est-ce qu'il y a des gens que tu aimerais remercier, des gens, des entreprises que tu aimerais remercier, parce que c'est des personnes qui t'ont aidé dans ta carrière. C'est toujours ma dernière question. Puis souvent, comme dans l'entrevue, c'est quelque chose que j'essaie d'amener aussi. Oh, wow. Comme de valoriser les gens, parce que je trouve que en marketing, il y a beaucoup de... C'est un peu requin là, comme milieu, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme telle personne a fait quelque chose de bien, mais au lieu d'aller lui dire, parce que c'est comme un concurrent ou un compétiteur, ou parce que tout simplement, j'ai pas eu l'idée, ben je vais pas le dire, même si au fond de moi, je sais que c'était une bonne chose. Donc, c'est valoriser ça aussi. OK, c'est super. C'est vraiment génial. Merci de faire ça. On a donc juste à côté Pierre-Sébastien Gauthier, qui est conseiller aux projets spéciaux chez Le Soleil. Il fait aussi partie du groupe Capital Média. OK, qu'on a acheté dernièrement. C'est un des propriétaires du Soleil. Donc, propriétaire. Oui, j'aimerais Lui ça. et Pierre-Carl, c'est pareil. Hey, même combat. Tu fais aussi partie, en fait, de Capital Studio, qui est une zone créative, agence interne, j'imagine, de groupe Capital Média, qui est spécialisée dans le marketing de contenu. On voit qu'il y a une thématique. Donc, tu animes, entre autres, le podcast L'Esprit d'affaires du journal Le Soleil. Tu as plusieurs aussi expériences de radio derrière la cravate, comme on dit. J'aimerais savoir, en fait, le podcast. Donc, comment est-ce qu'il s'inscrit dans une stratégie d'affaires pour un média comme Le Soleil? C'est une très, très bonne question qu'on est en train de justement travailler pour répondre puis positionner comme il faut. La presse écrite, comme on la connaît aujourd'hui, doit revoir un peu sa façon de faire. Le journalisme tel qu'on le connaît est en train de changer. Les médias, en général, sont en train de changer. Puis c'est dans une optique d'offrir une nouvelle source de contenu, puis une nouvelle façon de diffuser le contenu, que ce soit journalistique, que ce soit marketing, que ce soit brand. C'est d'utiliser une audience qu'on a déjà gagnée par le lectorat des nouvelles, puis jouer sur l'actualité. On dépend un peu de l'actualité, mais on a un lectorat qui est quand même fidèle. Donc, c'est d'offrir à ce lectorat-là différentes sources de contenu. C'est un peu pour ça que le podcast, la vidéo sont des médiums qui vont se rentrer de plus en plus au sein que ce soit du Soleil ou de tous les journaux du groupe Capital Média. Puis de toute façon, on le voit dans tous les médias. C'est la divergence puis l'afflux plus grand de sources de contenu différentes. C'est un peu pour ça qu'on a rentré les podcasts. Puis l'esprit d'affaires, quand on l'a lancé, à la base, moi, j'ai un bagage en radio, j'ai aussi été entrepreneur, j'ai eu mon entreprise en réalité virtuelle, j'ai vécu les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, j'ai surtout des bas à faire. Mais pour vrai, c'est un cheminement qui m'a amené à aimer le monde des affaires, mais surtout aimer les gens qui sont dans le monde des affaires. Fait que l'esprit d'affaires, c'est un peu là, c'était un peu démontré, oui, il y a une entreprise, oui, il y a un produit, il y a un service, tout ça est génial. Mais au-delà de ça, il y a des humains, comme Marie le dit si bien, il y a des gens, il y a des histoires, il y a des échecs, il y a des questionnements. Fait que c'est un peu sur ça qu'on veut jouer dans l'esprit d'affaires, de faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat, mais du côté de la personne qui réfléchit en arrière. Donc, d'apprendre que Laura Boivin, des fumoirs Grizzly, quand elle a acheté les fumoirs Grizzly, n'aimait pas le saumon. Oh. Elle n'était pas capable de manger du poisson. C'est ces choses-là qui m'intéressent. Je l'ai dit tantôt à Denis, maintenant dans ma vie, j'ai plus 30 secondes pour une pub, mais j'ai 30 minutes pour des histoires sans problème. Wow. Génial, merci d'être là. Plaisir. Marco Bernard, donc il est accélérateur marketing pour les entrepreneurs qui veulent en fait se démarquer par la création de contenu qui sort de l'ordinaire. Donc, entre autres, donc, tu fais du podcast et du contenu écrit pour ces entrepreneurs-là. Le but visé, c'est d'emmener ces entreprises-là à être présentes dans l'esprit de leur clientèle. Puis, à l'heure actuelle, donc, corrige-moi si je me trompe, mais tu animes 2 podcasts, donc, qui ensemble cumulent plus de 300 épisodes. Donc, tu as d'abord l'Accélérateur, qui est en fait un podcast qui est numéro 1 dans la catégorie vente sur iTunes. Bravo. Qui a 100 000 auditeurs, puis qui a généré plus de 300 000 $ en revenus depuis son lancement en 2017. Donc, félicitations. Merci. Et le deuxième, donc c'est l'Académie du podcast, et tu as reçu plus de 200 champions entrepreneurs depuis 2017. C'est aussi un groupe qui est très actif sur Facebook. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de te lancer dans l'univers du podcast? J'ai été super chanceux, moi, parce que j'avais un ami d'enfance qui animait un super bon podcast. Puis quand je dis animait, c'est parce que il l'anime toujours, mais il l'a changé de nom. Mais bref, je vais vous raconter l'histoire rapidement. 2013, je le croise dans
une rencontre où on fait un genre de get-together de gens avec qui on a étudié puis on a joué au hockey. Et puis, le gars me dit, ben moi, j'anime un podcast. Puis à ce moment-là, podcast, pour moi, ça veut absolument rien dire. Fait qu'il me dit exactement c'est quoi un podcast. Puis je décide d'aller écouter son show. Et puis, à ce moment-là, lui, il avait sur 60 épisodes, il avait réussi à avoir, ben à ce moment-là, c'était 30 parce qu'il était en train de l'animer. Il avait réussi à avoir Gary Vaynerchuk, Daniel Henkel, Serge Beauchemin, Mitch Joel et plein d'autres super gros noms sur son show en 30 quelques épisodes à ce moment-là. Fait que j'ai été comme flabbergasté par ça. J'ai dit, OK, je vais aller écouter ça. Un petit francophone de l'Ange Gardien qui réussit à aller chercher des gros noms comme ça. Ça m'avait vraiment épaté, si on peut dire. Fait que j'ai décidé de lancer un podcast là, sans trop de structure, sans trop savoir c'était quoi. J'ai fait 5 épisodes, j'ai abandonné. La statistique que Mathieu disait tantôt, c'est ça. 80% des gens qui ne se rendent pas au 7e. Là. Donc, moi, j'ai fait partie de cette statistique-là. Puis, j'ai décidé de relancer l'accélérateur en 2017. Et puis, c'est ça, on est rendu à 240 épisodes sur l'accélérateur aujourd'hui, 70 sur l'Académie du podcast. Et puis, c'est ça. En tout cas, c'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous ce soir. Bien, Comme merci. vous voyez, je vous avais dit qu'on avait une belle brochette de panélistes. Tout à fait. Bien, la première question en fait, que je vous poserais aux quatre, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait du podcast en 2019? Puis, c'était pas mort, la radio? Si je peux me permettre, là, oui, je pense que la radio, c'est justement, il y a un besoin, il y a un territoire actuellement qui se libère, puis qui a besoin d'être comblé. J'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques temps pour une marque radiophonique de Québec puis quand je voyais un peu dans leurs objectifs puis les clientèles qu'ils visaient, la façon qu'ils alignaient leur stratégie, je voyais qu'ils regardaient même plus les moins de 30 ans. Ça a été toute une surprise pour moi parce que c'est une marque qui se considère jeune. Puis j'étais comme, OK, ouais, ils sont rendus là. Puis tout ce territoire-là, donc la raison pour laquelle ils le font plus, c'est parce qu'ils ne se sentent plus capables de compétitionner dans ces groupes d'âge-là. Donc, il y a un territoire à prendre actuellement, c'est d'aller le chercher. Maintenant, il faut rester conscient que le phénomène de niche, faut être capable de dealer avec. Donc, je ne voudrais pas que les gens pensent que parce que je me lance un podcast, que là, soudainement, je viens remplacer un mass média. Il y a un phénomène de niche qui est réel, les audiences sont maintenant fragmentées. Puis ce phénomène-là, il faut vivre avec. Puis il faut être conscient de ce que ça amène comme réalité. Ça veut dire que ça prend il faut être consistant, il faut insister, il faut être constant, il faut aller plus loin que le 5e, puis il faut se permettre d'intégrer la courbe de croissance que le podcast nécessite aujourd'hui, surtout au Québec, qu'on n'a pas les audiences que les Américains ont. La réponse, elle serait peut-être pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas on le ferait pas? Parce que c'est une stratégie comme un autre, c'est un bel outil. Je pense pas que la radio meurt. Mais Je pense pas que la radio meurt parce que le podcast et la radio, à mon avis, ne sont pas le même média. C'est pas la même façon, de véhiculer le message, c'est pas la même latitude que tu as non plus également. Le podcast n'a pas le même format que la radio professionnelle a non plus. N'a pas les mêmes soucis, mais n'a pas les avantages d'un et l'autre. Chacun a ses forces. Un comme l'autre sont complémentaires beaucoup plus, à mon avis, qu'en termes de compétition. Tu ne pourras pas faire une émission comme Excel d'or en fait de 37 minutes en ondes sur une radio. C'est impossible. Tu vas pouvoir te le permettre en podcast, dans une niche que tu vas venir positionner, tu vas venir faire une promotion efficace pour la faire écouter. Mais encore là, si tu as le PDG d'Excel d'or qui vient faire une entrevue à Arcan le matin, ben, il va avoir un reach quand même assez impressionnant. Donc, c'est pas la même façon de véhiculer son message. C'est pour ça que je pense que les deux médiums peuvent très bien vivre parallèlement, mais il faut juste savoir comment utiliser chacun efficacement. Pour faire du pouce sur ce que les deux messieurs ont dit, il y a quelques mois, en fait, en juin dernier, j'ai eu une station de radio qui m'a appelé pour me demander d'aller les aider à organiser leur chaîne de podcast parce qu'il y avait de la misère à se faire référencer, ils ne trouvaient pas les podcasts, en tout cas, bref. Et puis, il y avait deux animateurs de cette station de radio-là que j'avais déjà reçus sur mon podcast, puis on dit à la directrice de production, appelle Marco, il va t'aider. Donc, j'ai approché, je suis allé voir cette dame-là, et puis elle m'a dit, je viens d'écouter ton podcast, je trouve ça bon. Pourquoi tu ne nous proposerais pas une émission, un projet d'émission pour l'été? Donc là, il y a une émission, un show parlé de midi à 13h à tous les mercredis que j'anime là. Puis quand on dit c'est complémentaire, mais je pense que je suis un peu d'accord avec ça parce que le deal que j'ai fait avec la station de radio, c'est que j'ai dit, OK, parfait, je vais y aller. Évidemment, c'est pro bono. Donc, je fais le show de midi à 1h, puis je garde mon invité pour faire un podcast après.
en traitant des sujets qui n'ont pas été traités dans la première heure. Donc là, à ce moment-là, ça me permet d'aller chercher d'autres choses, un autre angle, d'autres informations pour amener sur mon... Puis ce 30 minutes-là, je le mets sur mon podcast après. Est-ce que tu as vu un impact sur le podcast, justement, du fait que tu avais cette émission de radio-là? Oui, ça m'a amené des nouvelles paires d'oreilles, on va dire ça comme ça, des gens qui ne me connaissaient pas, qui ont découvert peut-être le podcast. Puis depuis ce temps-là, évidemment, la station de radio a mis ces shows parlés-là qui ne sont pas collés à l'actualité, mais qui sont plus intemporels. Ils les ont mis en podcast aussi, donc ils ont 12 podcasts dans la station de radio. Okay. Donc, ça leur permet aussi d'aller chercher un reach différent. Parce qu'évidemment, il y a des gens de France qui écoutent maintenant le FM 103.3, là, chose qu'ils ne peuvent pas faire sur la bande FM. Oui, effectivement. Mais je pense aussi qu'il y a une différence entre la radio. Moi, en tout cas, je vois ça. Il y a une différence entre la radio et un podcast. Un podcast, selon moi, tu choisis très volontairement de l'écouter quand tu veux l'écouter. Tandis que la radio, en tout cas, de mon expérience à moi, quand je l'ai écouté, c'est soit parce que je m'en allais dans je sais pas moi, la pharmacie, puis c'est ce qui jouait en arrière-plan, ou sinon je suis dans ma voiture, puis j'aurais jamais oublié mon téléphone, mais disons que mon téléphone ne fonctionne pas. C'est le geste le plus lâche. Exactement, c'est l'affaire la plus lâche au monde. C'est comme, bon, je vais zigonner, là, essayer de trouver quelque chose de pas si pire. Mais tu sais, sinon, en tout cas, personnellement, j'écoute jamais la radio. Ça va toujours être soit des podcasts ou même la musique sur demande, comme Spotify ou peu importe. Ou ma musique. Je pense qu'il y en a une transformation qui fait que la radio est un peu en danger quand même. Tu sais. C'est Comme complémentaire. tous les médias Mais traditionnels. c'est pas pour s'améliorer. Tu sais, le volet. Tous les médias sont en danger d'une certaine façon. Ouais, C'est c'est bien passé pour... Clairement, j'en ai acheté un. Je le sais. Mais tu sais, il y a un tu sais, t'auras pas un podcast qui va te dire que le pont est bloqué. Non, c'est ça. T'auras pas un podcast qui va te dire... Tu vas pas chercher la même chose. C'est pas la même information qui va Ouais. être véhiculée. Tu sais, chaque média a ses utilités. Je pense que la radio, c'est un outil. C'est encore le seul média pratiquement qui est gratuit pour l'utilisateur. Tu as une radio chez vous, tu écoutes la radio, tu n'as pas besoin d'abonnement. Puis l'aspect de proximité est intéressant. Il y a des choses quand même que la radio va apporter. J'ai l'impression de me faire le grand défenseur de la radio en ce moment. Je sors mon bâton de pèlerin. Mais tu sais, c'est pour ça que je pense qu'il y a une complémentarité quand même intéressante entre les deux, parce que d'utiliser un médium, tu sais, on voit des grandes marques de radio qui utilisent leur antenne pour promouvoir leur podcast, comme tu l'as vécu. Tu sais, au même principe que nous, au Soleil, on utilise le médium qui est le papier pour amener vers l'écoute de podcast. Donc, il y a un mix marketing qui se fait, qui devient aussi efficace, parce que ce soit là dans une radio, que ce soit Énergie, un show Radio X, un FM 93, un 98.5 à Montréal, ils ont déjà une audience, ils ont des paires d'oreilles qu'on peut aller séduire. Est-ce que c'est la clientèle millennials? Probablement pas, mais c'est une clientèle qui peut quand même être gagnée à l'écoute de podcasts. Mais la clé là-dedans, je pense, c'est le à la demande, le on-demand. Qu'est-ce que tu disais tantôt? Parce que quand tu t'en vas à la pharmacie puis tu es à 8 minutes de la pharmacie, peut-être que tu vas être tenté d'écouter la radio. Si tu as besoin de l'information, savoir si le pont est bloqué, c'est on-demand. C'est ce que tu as besoin là, maintenant. Puis l'instantanéité est vraiment là, beaucoup, là, je veux dire, dans le sens que les gens sont dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux consommer aujourd'hui? J'ai envie d'écouter un film, je m'en vais sur Netflix, j'écoute un film. On n'avait pas ça avant. Le podcast, c'est pareil. La radio, ça a son utilité. Il n'y a pas de souci avec ça. Puis la télé, elle a eu cette transformation-là aussi. Là. Probablement que en fait, le podcast aussi a une durée de vie beaucoup plus longue que une émission de radio. Oui. C'est-à-dire qu'en général, les thématiques sont pas nécessairement intemporelles. Je dirais pas que tout est intemporel en podcast, mais il y a quand même certaines choses. Une entrevue avec un chef d'entreprise peut être écoutée l'année d'après, puis alors, encore très, très valide. Ouais. Ce que j'aime beaucoup du podcast, c'est qu'il nous libère du format. Tu sais, c'est un peu ce que tu disais, Marco, tantôt, c'est que en radio, tu fais un truc, puis après ça, tu vas chercher autre chose avec ton podcast. Je trouve ça astucieux, puis c'est ça qui est le fun du podcast. C'est que là, on n'est plus pris dans la clip. On n'est plus pris dans le modèle d'affaires qui met de la pression comme ça sur les médias depuis quelques années, qui fait que c'est rendu invivable. Le podcast nous donne le temps d'approfondir. On a le goût de prendre une voix puis de la creuser. On peut le faire. Puis ça, c'est un des éléments, je pense, qui fait que le podcast a du succès. Puis le volet épisodique aussi est quand même le fun, parce qu'un même sujet peut être traité dans différents angles sur plusieurs épisodes. Fait que la durée de vie est quand même intéressante aussi. Ce qu'en radio, tu ne pourrais pas faire. C'est difficile d'avoir un épisodique en radio ou de revenir. Vous vous rappelez, hier, on a parlé de quand la moyenne au quart d'heure change. Là, toutes 15 minutes, ton éditeur moyen va changer à peu près. Donc, c'est difficile d'arriver à faire un épisodique, tandis qu'en podcast, tu es en mesure de le faire. Ton audience va savoir un peu. Quand on a une image, les humains de marketing, je sais très bien que je vais écouter Marie. Elle ne me parlera pas de plongée sous-marine ou de requin.
C'est moi le requin. C'est lui, le clairement. On l'avait tous vu, by the way. Là. Mais, tu sais, en passant, j'adore les requins, là, c'est ça n'a pas rapport avec ça. Mais, tu sais, on va savoir à quoi s'attendre. Si on écoute Marco avec l'accélérateur, avec l'Académie, on va savoir à quoi s'attendre, tu sais. Même chose avec Zedor, je ne m'attendais pas à ce qu'il me parle de changement de pneus à la période de l'hiver. Donc, cette clientèle-là va donner une clientèle active qui va s'engager aussi. Fait que ça réveille sur l'engagement de l'audience. Oui, puis c'est un point qui était soulevé aussi dans la présentation de Mathieu, là, que le podcast avait un super bon taux d'engagement. Ben oui. Mais c'est beaucoup plus niche. Oui, À la exact. base, c'est de masse ou niche. Exact. Puis d'ailleurs, tu parles de niche, puis c'est quelque chose que tu as emmené aussi, Denis. Est-ce que, au niveau de la démographie, est-ce que vous diriez qu'il y a une certaine tranche d'âge qui écoute beaucoup plus de podcasts? Est-ce que... Le 35-44 là, a doublé pendant 2018. Puis en 2019, ça risque d'être la même chose. Les stats qu'il y avait tantôt, le 750 000, on risque de passer le million. Là. Les prochaines stats qui vont sortir en 2020, là, si on n'est pas passé le million, on va être tout près du million. Puis c'est ça, la tranche d'âge 35-44 a doublé l'année passée. Puis là, on commence à voir le 45 et plus, on commence à le voir aussi. Fait que c'est plus juste une affaire de jeunes. Là. C'est vraiment... On est vraiment rendu qu'on va chercher... parce que on cherche un podcast, on cherche un sujet, on va le trouver. Il y a des super belles histoires de podcasts québécois qui sont là. On a juste à penser à Distorsion, par exemple, qui est un podcast de True Crime, qui a maintenant une émission à la télé qui est venue directement découler de leur podcast aux deux gars. Bien, c'est une histoire magique, là, tu sais. Il y en a plein d'histoires comme ça, puis ça, c'est du True Crime. Fait que, tu sais, on a tendance à penser que quand on fait un podcast, une émission où on veut traiter d'un sujet à la dossier mystère, ça nous prend une image. La preuve est qu'on n'a pas besoin de cette image-là. La façon que les gars racontent l'histoire, on se la fait nous-mêmes, notre image, à l'intérieur de notre tête. Mais je pense que toutes les générations vont l'adopter aussi parce que, tu sais, un peu comme n'importe quel changement, souvent, ça a été les plus jeunes qui ont embarqué, les milléniaux, justement, là, parce qu'ils aiment ça probablement essayer des nouvelles choses. Puis par la suite, les autres personnes ont vu justement que crime, c'est bien plus commode de m'abonner à un podcast puis l'écouter quand je veux puis écouter ce que je veux aussi, tu sais. Fait que je pense que oui, peut-être au départ, c'était plus les milléniaux puis plus jeunes et tout ça, mais je pense que tout le monde peut trouver son compte là-dedans puis voir que c'est une meilleure option à d'autres, disons. L'adoption va se faire tranquillement pas vite, tout dépendant des stratèges. Il y en a qui vont adhérer plus vite, comme les millennials, effectivement. Mais je pense que l'adoption va se faire nonobstant les groupes d'âge parce que puis il y a une base, c'est be good, puis tu vas être écouté. Ouais, c'est moins intéressant, puis tu vas être écouté, peu importe l'âge des gens qui t'écoutent. Ouais. Parce que le levier, c'est la thématique. Tu sais, c'est ça qui intéresse les gens, c'est le sens. C'est pas parce que c'est une vedette. Tu sais, moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'en ai, contre laquelle j'en ai de voir que les modèles, il y a une transposition actuellement des modèles traditionnels qui s'en vont vers le podcast, parce que là, les grandes corporations amènent leurs vedettes dans l'univers du podcast, puis ils nous disent faire du podcast. Je ne sais pas, j'ai l'impression des fois que c'est pas tant dans l'esprit. Donc, c'est pas la même façon de voir les choses. Donc, tu sais, je regardais, puis j'étais bien intéressé par le tableau de Mathieu tantôt sur les différents styles, puis je me disais, je serais bien curieux d'explorer cet élément-là un peu plus. L'autre chose, c'est que la particularité du Québec, on n'a pas les auditoires n'ont pas tout adopté, puis on parle en termes de groupe d'âge. Malheureusement, effectivement, c'est une grosse réalité. Mais quand tu es dans un contexte publicitaire, par exemple, parce que moi, c'est un peu un des éléments qui m'intéresse, c'est que tu ne peux pas te permettre de juste t'adresser aux audiences qui ont développé des comportements d'écoute numérique. Il faut que tu puisses aussi propager tes contenus auprès de d'autres oreilles qui n'ont pas encore compris comment ça marchait Apple Podcast, comment ça marchait Google Podcast, Spotify et compagnie. Puis là, à ce moment-là, puis c'est drôle parce que Mathieu, tantôt, il disait des choses qui vont à l'inverse de ce que je suis en train de dire là, ce qu'il disait, oublier le site web, tu sais. Il reste qu'aujourd'hui, au Québec, on ne peut pas se permettre ça actuellement, pas dans la période de transition qu'on vit actuellement. Puis je le sais qu'on va y venir, tu sais, comme tu disais, ça va tout le temps être, parce que les thématiques attirent les gens, puis les gens se disent, mais coudonc, si je veux avoir accès à des contenus de niche vraiment intéressants, puis je veux pas être laissé derrière, je devrais comprendre comment ça fonctionne. Mais en attendant, il y a aussi un travail des marketeurs d'aller vers les auditeurs et non juste espérer que les auditeurs aillent vers eux. Ah non, tu sais, le Field of Dream, le Build It and They Will Come, ça n'existe pas. Il faut être conscient que si on veut avoir un auditoire, il faut aller la chercher, il faut l'acquérir, il faut la convertir à ce qu'on fait, puis il faut la garder. C'est vraiment ça. Acquisition, conversion, rétention, qui sont les trois mots-clés en marketing, c'est la même chose en podcast. Parce que
on doit bâtir une audience. On n'a pas 350 millions d'habitants. Les États-Unis ont 350 millions d'habitants. Tu lances un podcast qui est plus ou moins intéressant, tu vas peut-être avoir un reach quand même intéressant. Au Québec, on a 5 millions de francophones. Ouais, mais au-delà de ça, c'est le fait anglais, là. Tu sais, c'est le fait anglophone, parce que quand tu fais un podcast à Atlanta, puis il y a quelqu'un à Londres qui t'écoute, ou il y a quelqu'un à Rio qui t'écoute, ou il y a quelqu'un au Mexique qui t'écoute, l'anglais, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même Ça, ligne. c'est sûr que déjà en partant, en faisant un podcast en français, on est niché. Exact. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'être niché, c'est que la personne qui vient nous écouter choisit le topic qu'elle vient d'écouter. Parce qu'elle dit, moi, je vais aller écouter ce sujet-là chez vous ou cet invité-là chez vous. Donc, elle est déjà vendue d'avance. Elle l'a choisi, le show, en partant. Et on a la chance de lui parler pendant, en moyenne, la statistique qu'il y avait tantôt, c'est 32 minutes. C'est énorme, là. Vraiment. On a le temps de la convaincre, là. On a le temps de dire paquet d'affaires, Il y a pas plein de beaucoup- niaiseries. Il n'y a pas beaucoup d'outils marketing qui permettent Il y a 32 minutes de il y en a rétention pas. d'attention. Zéro. C'est clair. C'est de loin. Cela dit, il faut être prudent dans la façon, justement, dans notre approche. On est trop agressif sur le volet conversion. Il faut être généreux puis amener de la valeur. Si notre contenu n'amène pas de valeur à l'utilisateur, ben il n'y a pas de relation gagnante-gagnante, puis tu ne seras pas adopté. T'sais. Exact. Donc, d'imaginer le podcast comme simplement une machine marketing, c'est une erreur. Puis c'est justement un piège dans lequel on ne doit pas tomber quand on fait du podcast de marque. Vraiment, puis qui peut, ben, en fait, qui peut vraiment se produire très, très souvent. Là. Est-ce que, mais justement, on a parlé que c'était distinct quand même la façon dont on faisait le podcast au Québec à cause de notre réalité. Est-ce que, justement, vous sentez qu'il y a des défis que nous, on a, qui sont peut-être pas le cas de ce que Mathieu a abordé? Un facile, là, Ouais. le tu puis le vous. Oh, oui. Ben, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette différence-là. En français, là, c'est une question que je reçois tout le temps. Les gens qui sont dans ma formation, ils posent toujours cette question-là. Est-ce que je tutoie ou je vois mon audience? Vraiment. Ça, c'est une facile. Là, Mais en ça, je français. dirais, c'est pour toutes les sphères du marketing. Tu sais, en rédaction aussi. Tu sais, moi, je me fais souvent poser la question, justement, est-ce que je tutoie ou je vous vois? Ouais. Est-ce que vous tutoyez ou vous voyez vos clients? Tu sais, dans la vraie vie, là, qu'est-ce que vous utilisez? Moi, je tutoie les gens. Je déteste vous voyez. Je trouve vraiment que ça donne... ça met un espace entre deux personnes, personnellement. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment vous voyez. Si vous êtes plus à l'aise à vous voyez. Si vous voulez tutoyer, Tu sais, le podcast est beaucoup associé à l'image du podcaster. Mhm. Tu sais, ouais. tu sais, les gens viennent nous écouter, ils viennent écouter la personne qui l'anime. Tu sais, puis c'est un peu ça aussi en radio. Mhm. Tu sais, on s'associe beaucoup à la personne qui parle. J'ai eu dans des émissions de radio, on m'a demandé de tutoyer, puis on m'a demandé de vous voyer. Puis j'ai dit, je suis pas bien. Tu sais. Ton émission? Mon émission à laquelle on me dit, OK, on m'a déjà dit, c'est super bon, mais il faudrait que tu diminues ton niveau de langage. Là, j'ai dit, je m'excuse, mais je ne prendrai pas des mots débiles pour faire la radio. Je vais expliquer les mots compliqués, mettons. Mais des mois sans pièces, je prenais le temps de les mais expliquer. quand tu faisais de quand tu faisais de la radio? Oui. OK. Mais qui te disait ça? Le directeur des programmes. Ah, d'accord. À quel poste? On n'ira pas jusque-là. Hein? Je suis rendu propriétaire d'un média, je peux faire ça. Je peux faire ça. Mais c'est important que cette question-là, tu sais, elle peut être posée, mais moi, en tout cas, ma réponse, ça serait faut que ça vous ressemble, vous. Oui. Tu sais, il faut que ça soit vous. Et si vous avez le réflexe de tutoyer, tutoyez. Si vous avez le réflexe de vous voyez. Si vous utilisez une autre forme de pronom, je ne sais pas lequel on peut utiliser, mais il faut que vous vous sentiez en contrôle de votre contenu parce qu'il faut que vous ayez du plaisir à l'entendre. Soyez intéressant. Vous ne pourrez pas être intéressant si vous faites assemblant. Mhm. Une question d'authenticité là-dedans qui est super C'est exact. importante. Oh, en fait. crime, ça, là, c'est un mot-clé en podcasting. Authenticité. Ah oui? Excuse-moi, le Pourquoi? nom m'a pas pris. Ah oui, non, clairement. Faut que le contenu te ressemble. C'était pas la pertinence? La pertinence, c'est sur l'ensemble. Je te Ok, dirais. ok, Tu sais, tantôt, quand je disais qu'il faut que tu amènes de la valeur, c'est une chose. Mais au point de vue du rendu. du rendu, là, l'authenticité est un élément vraiment important. Est-ce que le reste de la francophonie consomme des podcasts québécois? Oui, oui, oui. Oui. On a parlé justement de la France qui est quand Distorsion, même. c'est un bel Est-ce que vous le exemple. voyez? Ouais. Mhm. Moi, j'ai... des podcasts québécois qui sont plus écoutés en France et dans le reste de la francophonie qu'au Québec. Ben, Distorsion doit en être un. J'imagine, oui, parce qu'il y a beaucoup plus de... Personnellement, moi, j'ai à peu près 50% de ma crowd qui vient de ailleurs qu'au Québec. Ouais. Ouais. Puis j'imagine que ça va s'en aller en grandissant. Mais au Québec, on est toujours en retard. Ouais, mais pas tant que ça par rapport à la France. Est-ce La que France est assez en arrière au niveau du podcast aussi. est-ce que c'est parce que tu as fait de la promo là-bas pour tout. les joints?
Non? Non, pas du tout. Ouais. Comment? Ben là, moi, je le fais pas, mais... Non, pas du tout. OK. Est-ce que en fait, la plupart de vos podcasts s'adressent, plusieurs d'entre vous, en fait, peut-être moins ton cas, mais s'adressent aux entrepreneurs. J'aimerais ça préciser un truc. J'ai aussi un podcast depuis plus d'1 an et demi. Là. Je suis au-dessus de 85 épisodes. Ça s'appelle Les engagés publics. C'est un podcast sur la politique. Mais je pourrais en reparler parce que j'ai un truc que Marco a dit tantôt que j'ai vécu qui est super intéressant. Mais je voulais pas briser ta... Je voulais juste me plugger. On reconnaît les requins. Merci, Denis, de ce partage. C'était habilement réalisé. Bien joué. Ça n'a pas paru. Bien joué, ma question, en fait, excuse-moi, Justine. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de vos audiences qui sont des entrepreneurs, en fait. Est-ce que vous sentez que c'est une niche, justement, qui est assez effervescente en ce moment, l'entrepreneuriat, donc d'avoir des podcasts qui s'adressent spécifiquement aux entrepreneurs ou qui parlent des entrepreneurs? Est-ce qu'on parle d'une niche qui est plus grande que, disons, je ne sais pas, justement, Excel d'or, je ne sais pas s'il parlait, il s'adressait à une audience qui était autre ou la population générale? C'était général parce qu'on a joué dans l'humour pour, justement, amener quelque chose. On n'était pas pour leur parler de poulet tout le long. Ça a été, le pifomètre, là, le bullshitomètre des gens est assez bien développé. Puis, je veux dire, si j'ai pas 30 secondes de publicité à te donner, imagine, j'ai pas 30 minutes de publicité à te donner. Fais-moi rire pendant 30 minutes, ça va être OK. Mais non, c'est ça, on était... Par contre, si tu le compares avec le volet politique, je pense qu'il y a une niche plus intéressante. Je vais te laisser poursuivre avec ta question. Là. La question, c'est est-ce qu'il y a une plus grande niche d'auditeurs entrepreneurs que les autres? En fait, c'est qu'il semble avoir beaucoup de podcasts qui s'adressent spécifiquement aux entrepreneurs. Donc, je me demandais, si on passe, par exemple, à une autre entreprise qui vend à une autre clientèle, si on veut, qui serait soit de la population générale ou autre, est-ce que ça pourrait fonctionner d'avoir un podcast? Oui, définitivement. Mais il y a plein comme je le disais tantôt, il y a plein d'histoires à succès de podcasts qui ne sont pas nécessairement orientés vers les entrepreneurs. Distorsion, c'en est un. Distorsion en est un. Aux États-Unis, on en voit aussi commence à être des podcasts narratifs. Là, on revient à l'époque des radioromans. Mais de plus en plus, on s'en va. Moriendi, c'est ça. Exact. Moriendi, c'est incroyable. Blackout aussi, qui en est un très bon sur Ouais. Camelot. C'est de la fiction ou de la... C'est de la fiction. Donc, oui, il y a une place pour le volet entrepreneur. Et, moi, mon bagage vient de là. Mais à la base, je ne vise pas les entrepreneurs. Je vise surtout les gens qui sont intéressés par les histoires des entrepreneurs. Donc, tu sais, quand on parle de Maple Tree, qui est de Yannick, qui a étudié, puis qui a fait un programme en mission commerciale avec Maple Tree, puis il a tellement aimé l'histoire qu'il a essayé d'acheter des parts. C'est beaucoup plus loin que le simple podcast d'entrepreneuriat ou un accélérateur pour donner des trucs marketing. Ouais. Dans l'esprit d'affaires, dans mon cas, je donne aucun truc marketing. C'est pour ça que vous voulez m'écouter, écoutez-moi pas. C'est pas des trucs marketing, c'est l'humain puis l'histoire de l'humain dans la business. C'est sûr qu'au travers de ça, il y a des informations qui glissent, mais c'est d'apprendre à connaître le psyché aussi de l'entrepreneur qui, à mon avis, on est tous des malades mentaux un peu quand on est entrepreneur. C'est une maladie mentale qui n'est pas reconnue encore, mais je pense que ça va se faire bientôt. Là. Mais c'est de jouer ça. Fait que, mais c'est surtout, encore une fois, c'est ce qui nous représente. Je me verrais pas faire un podcast de showbiz parce que j'aime pas ça, le showbiz. Je me verrais pas dire, bon, aujourd'hui, on reçoit Marie nous parler du cinéma cette semaine. Non, parce que c'est pas moi. C'est pas authentique. Fait que c'est un peu ça. Il y a des podcasts de toutes sortes. Il y en a dans le sport. Il y en a beaucoup dans le sport. Dans l'humour, il y en a. Humour très, très fort. Histoire. Ouais. Des podcasts historiques, il y en a beaucoup, beaucoup. On s'adresse pas. Puis les podcasts les plus populaires en ce moment, il y a beaucoup de podcasts qui sont des podcasts historiques où on relate soit du criminel, des choses comme ça. On s'adresse pas à un public entrepreneurial. On s'adresse juste à des gens qui ont un intérêt vers ça. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui n'écoutent pas ces podcasts-là, par Non, exemple. effectivement. Mais si on prend, par exemple, disons que je suis vétérinaire, puis j'ai une stratégie de contenu en place, puis je décide d'ajouter un podcast à ma stratégie de contenu. Donc, ma question, c'est un peu de savoir, est-ce que c'est justement quelque chose qui se fait ici? Est-ce qu'il doit se faire de plus en plus d'utiliser un podcast dans une autre sphère, si on veut? Plus en plus. La question clé, c'est la première question que Mathieu a posée tantôt. C'est le pourquoi tu fais ça. C'est un coup qu'on a répondu à ça, on a un bon élément de réponse. Pour ça, c'est l'angle, évidemment, parce qu'un vétérinaire, ce serait... C'est un très bon exemple. Ça serait spécial. Mais quand on regarde toutes les émissions thématiques qu'il y a à la télé, avec les animaux... les vétérinaires de bonne vie, puis... puis les autres, ceux qui maltraitent les animaux, puis blablabla. Animaux à la retraite. C'est ça, Ça me fait pleurer tout le temps. Donc, c'est un grand sensible. Non, mais tu sais, les animaux...
Mais c'est ça. Donc, oui, ça se fait. Il faut juste trouver l'angle qui correspond à l'animateur puis qui va aller coller aussi à l'objectif final. Comment est-ce que vous monétisez votre podcast à l'heure actuelle? Bonne Est-ce que vous monétisez votre podcast? On va laisser Marco répondre en premier. Non, j'aimerais ça vous laisser aller. Ça a bien commencer. été, lui. Ben, moi, non. OK. Moi, non. Pour l'instant, j'ai décidé de ne rien faire. Je fais pas de pub par rapport à mes services. Puis, j'ai pas approché. J'avais pensé à approcher certaines écoles parce que moi, les gens qui m'écoutent, c'est pas nécessairement des entrepreneurs ou c'est vraiment des gens qui travaillent en marketing, ceux qui sont employés, que ce soit des conseillers, des directeurs et tout ça, c'est ces gens-là qui m'écoutent. Puis, là, on s'entend, là, mon podcast, ça fait pas si longtemps que ça qui a été lancé. Je suis à 2 ans, c'est ça, Marie? Exactement. Il est plus jeune. En 2 ans, j'ai lancé 5 épisodes. Non, j'ai 5 épisodes donc de lancer. J'en ai plus que ça d'enregistrer, mais ce matin, j'ai diffusé mon 5e. Où est-ce que je m'en allais avec ça? La monétisation. Et voilà! Merci beaucoup! Donc, je ne monétise pas pour l'instant. Mais en fait, c'est que ça développe. Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai vu ce Oui. que tu faisais, c'est là que j'ai dit, hey, je vais l'inviter sur le panel. Oui. Donc, je t'ai connu de cette manière-là. Oui. Donc, l'impact est indirect, si Ça on a veut. un impact Comme sur son propre marketing. sa plein- marque personnelle. Comme les stratégies de contenu Exactement. en général, en fait. Moi, Mais il faut y aller aussi avec comment qu'on est bien. Puis, tu sais, vous allez le voir, là, quand vous écoutez des podcasts, est-ce que vous préférez quand il y en a des publicités ou quand il n'y en a pas? À quelle dose? Quand c'est quel type de publicité aussi? Tu sais, quel type de produit qui est vendu? Donc, il y a ça aussi. Puis ça dépend aussi des plateformes et de comment tu le promotes, ton podcast. Tu sais, si un podcast que tu fais toi-même chez vous, ta monétisation ne sera pas la même que dans mon cas Ben ou là, moi. je suis pas chez moi. Mais Là. tu disais tantôt avec ton chien que tu étais Je sors de Ok, chez c'est moi. bon, parfait. Mais Ben comme oui. dans un cas, moi, où mon podcast est diffusé sur un média de masse, où j'ai un partenaire financier qui le finance, ben, tu sais, moi, j'ai un enrobage, j'ai un site, j'ai une campagne promotionnelle. Fait que, tu sais, oui, il y a une stratégie de monétisation parce qu'on veut augmenter notre audience numérique en utilisant ce médium-là. Mais moi, je le fais en utilisant des partenaires financiers qui me permettent de pouvoir faire du chemin avec ça, puis en leur donnant en contrepartie une visibilité au sein de nos médias aussi. Ce qui est fascinant du podcast, moi j'ai vécu une belle expérience avec mon podcast personnel avec les engagés publics, c'est que c'est pas tant que ça une question d'audience, de nombre, de la quantité d'auditeurs que tu as. Le volet de niche a un effet important. J'ai eu 2 grands apprentissages, 2 grosses surprises en faisant du podcasting. Le premier, c'est la puissance d'un média, aussi petit soit-il. C'est ce que tu disais tantôt sur, tu sais, t'es capable d'inviter des gens avec une belle notoriété, qui te donnent du temps, puis qui sont généreux de leur temps, puis qui sont intéressés à contribuer avec toi. Moi, je l'ai vécu en politique. Je fais des entrevues avec des députés, des ministres, des fois, c'est eux qui me demandent de venir participer à mon podcast. Ça a été ma première surprise, la puissance de ce petit média-là, aussi petit soit-il. Le deuxième, c'est que j'avais jamais pensé, je le faisais vraiment par passion, je le fais par passion. J'avais jamais pensé à comment j'allais transformer ça en modèle d'affaires, alors que c'est mon métier, tu sais. Mais je n'avais même pas encore ça dans l'esprit. Puis là, c'est les maisons de relations publiques qui ont commencé à m'approcher. Pourquoi? Parce que mon audience, c'est les députés, les personnels de cabinet, les journalistes et les influenceurs en politique. Une petite audience, mais avec un pouvoir d'influence important. Puis là, ben, ils ont commencé à me faire des propositions de commandites pour notre podcast pour pouvoir soit le présenter ou avoir un... Moi, j'aime mieux les placements de contenu. Je les invite, on fait des entrevues avec eux autres. Fait que c'est de même que ça s'est présenté. Donc, ça, pour moi, ça a été ma première expérience de monétisation d'un petit podcast là, qui... Pas de comment ça s'appelle? Le Patreon. Je suis pas encore rentré dans ce genre de dynamique-là. Ben, j'ai pas le temps, j'en ai plein d'affaires. Mais si tu me permets, avant de laisser, ça dépend du but de ton podcast. Ça dépend pourquoi tu fais un podcast. Si tu fais un podcast pour faire de l'argent, c'est mais si tu fais un podcast par plaisir, ben là, ça va peut-être venir pour te créer. Si tu fais un podcast pour partager, tu n'auras pas le même but, tu n'auras pas le même désir. Fait que ta stratégie de monétisation ne sera pas la même pour autant non plus. Oui, initialement, j'ai lancé ce podcast-là, l'accélérateur. Là, je ne parle pas du premier, l'accélérateur. Aucun but de monétisation derrière. Je faisais ça par plaisir, exactement le même point commun que tout le monde. Je faisais ça simplement par passion. J'ai lancé ça. Et après la première année, j'étais rendu à 110 épisodes parce que j'ai commencé à 2 épisodes semaine. Après ça, je suis tombé à 3, puis ça, je suis revenu à 1, puis ça, je suis tombé à 2. En tout cas, je me suis amusé là-dedans. Et puis, à 110 épisodes, après la première année, j'ai fait...
j'ai fait un wrap-up de la première année, puis je me suis rendu compte que j'avais généré 56 000 $ avec mon podcast. Mais sur mon site, j'ai pas de Work with Me, j'ai pas de page en remplissez ici pour travailler, ou j'ai pas de produit, j'ai rien. Puis encore aujourd'hui, si vous allez sur mon site, il n'y a absolument rien à vendre. Il y a mon blog, il y a mon podcast, et c'est tout, ma page d'accueil, c'est tout. Mais les gens venaient vers moi parce qu'ils aimaient la façon que c'était traité, la thématique avec un invité ou peu importe. Puis ils disaient, moi, j'ai un défi dans mon entreprise présentement avec ça. Est-ce que tu peux, on sait que tu accompagnes les entreprises comme formateur ou comme consultant. Est-ce que tu viendrais m'aider pour ça? Il y a eu des mandats comme ça. Le plus farfelu qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait un sommet numérique sur lequel je ramenais 21 personnes pour donner des petites conférences. Puis il y a quelqu'un qui est venu sur ce sommet numérique-là, puis il m'a appelé pendant le sommet numérique, il m'appelle sur mon cellulaire. Je suppose qu'il a trouvé mon numéro, mais en tout cas, peu importe. Puis il me dit, moi, je suis intéressé à avoir exactement la même plateforme que toi, mais au lieu que ce soit des conférences, ça va être des cours de danse en ligne, en ligne. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Il dit, moi, j'ai besoin de cette plateforme-là, puis je sais que tu es capable de la monter parce que tu l'as fait pour toi. Je veux que tu la fasses pour moi. Moi, je ne suis pas un geek pour Saint-Saëns. Je veux que tu me montes ça pour moi. Il dit, j'ai fait des recherches. Je sais que ça coûte comme 40 000 $, mais je veux que tu me le fasses pour moi. Là, je fais comme 40 000 $ pour monter la plateforme que j'ai montée en genre 3 semaines. Je dis, OK. Moi, j'aurais dit de la danse en ligne. Ouais, mais j'ai eu un bar dans un autre lit. Initialement. La danse en ligne en ligne. C'est 40 000 c'est le que là, mais la danse en ligne. C'est le fun, arrête. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est l'univers autour du podcaster que tu as monétisé. Exact. Tu sais, c'est pas tant le podcast en soi que le reste qui gravite autour, que ce soit l'expertise du podcaster, que ce soit les plateformes qu'il a développées autour, que ce soit ses formations. C'est ça aussi qu'il faut rentrer dans la monétisation. C'est pas au clic et à l'écoute. À ce compte-là, j'ai plus. En ce moment, là, c'est fou. C'est vraiment la folie du podcast. Là, actuellement, je travaille déjà sur d'autres projets de Brandcast. C'est les gens qui m'appellent. J'ai depuis peut-être 2 mois, là, toutes les semaines, j'ai genre 1 à 2 demandes. Comment on fait ça, des podcasts? Puis là, ça se transforme finalement en offre de service, en proposition de service. Les gens veulent qu'on les accompagne dans le développement de leur... Mais tu sais, c'est très, très, très imbriqué à la stratégie de contenu. Moi, je ne travaillerais jamais une proposition de podcasting juste pour dire, regarde, ça te prend des micros, ça te prend ça te prend un hébergement, ça te prend des canaux. Vas-y, mon homme. Ça, moi, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. C'est vraiment tout l'aspect stratégique derrière ça, puis de dire comment on le fait pour qu'il génère des résultats, puis qu'il plaise, puis qu'on atteigne nos objectifs à travers ça. Donc, très imbriqué dans la stratégie de contenu. On dirait que tu as lu mes cartons. Tantôt, ça, je faisais. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que tu m'amènes à mon prochain point. Là, comment est-ce qu'on entoure la diffusion d'un podcast? Parce qu'on l'a dit, il y a le podcast qui vient, mais il y a tout ce qui se passe autour aussi, tous les autres efforts qui sont soit au niveau marketing ou pour le diffuser. Mais qu'est-ce qui, pour vous, entoure la diffusion d'un podcast? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire connaître en premier lieu, mais aussi pour l'inscrire dans une stratégie qui est pas mal plus grande pour atteindre des objectifs d'affaires? Je pense que ça va dépendre des moyens, beaucoup, là. Dépendamment des moyens que vous avez puis les moyens que vous voulez investir là-dedans, parce que c'est bien beau avoir un podcast, mais évidemment, c'est comme n'importe quoi. Si tu produis quelque chose, mais que tu amènes personne à aller le voir, tu l'auras pas fait pour rien, là. C'est toujours une expérience, mais quand même. En famille, dans le salon, c'est pas plate à écouter. C'est vraiment génial. Moi, c'est ce que je fais pour mon prochain party de Noël, écoute, avec toute ma famille. Mais donc, c'est pour ça. Je pense, dépendamment aussi du stade, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est comme une façon simple d'y aller avec ça. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi dans tout ce qui est stratégie de création de contenu, c'est de tout linker ensemble pour que ça fasse du sens, puis donner quelque chose de cohérent à ton audience et non l'achaler. Tu sais, fait que c'est tout le temps ça aussi, comment amener ton sujet de podcast pour pas juste dire « Hey, j'ai créé un nouveau podcast, va l'écouter », mais tu sais, justement, c'est sûr que moi, je suis rédactrice, là, donc toujours créer une histoire derrière tout ça pour amener les gens à l'écouter, dans le fond. Et puis Marie est super bonne pour ça parce que elle utilise beaucoup LinkedIn pour faire la promotion de ses... Puis sa clientèle cible, visiblement, elle est là.
Donc, et la façon dont elle promouvoit ses épisodes, c'est tout le temps avec une histoire autour dans le post. Elle fait vraiment bien ça. Mais chaque chose doit être faite en fonction de à qui ça s'adresse. Parce que Ça revient à ce que Denis disait, ça dépend de la stratégie de contenu initiale. Je pense que ça doit s'imbriquer à l'intérieur. Ça devient un outil marketing qui doit être réfléchi, planifié. exact. On ne fait pas un podcast comme on veut sur le coin d'une table dans le temps de le dire en claquant. Tu le dis sur l'Académie, il faut prendre le temps. Il y a comme n'importe quoi, mais de planifier son émission, de planifier sa recherche, de garder son angle. Si tu t'éparpilles trop, les gens vont se perdre. Donc, c'est important de le planifier, de le travailler en fonction d'une stratégie pour être sûr qu'il soit efficace. Puis à ce moment-là, c'est là que ton reach va naturellement, au mieux qu'il va pouvoir aller, mais déjà prendre de la place. Les partenariats que tu peux faire aussi sont super intéressants. Tu sais, bon, on peut, ça serait facile de vous dire, si vous avez un budget, faites de la pub. Là, on pourrait faire de la... Puis tantôt, c'est intéressant, Mathieu nous disait, c'est important que la pub soit quand même bien ciblée parce qu'elle doit être associée à la thématique que tu opères. Donc, c'est ciblé par intérêt. Mais si on regarde sur l'aspect un peu plus organique, les partenariats avec des gens qui ont déjà des notoriétés ou même des partenariats, des mix entre différents podcasts, va aussi avoir donc du partage, du partenariat, va avoir beaucoup d'impact. D'avoir des invités comme des ministres, des députés, puis tout ça, ben ça me permet d'aller chercher, de m'attribuer leur équité de marque, d'aller chercher, de m'associer leur propre notoriété, parce que là, tous les gens qui s'intéressent à eux, finalement, viennent consommer clairement. C'était un des la fréquentation premiers, auprès du podcast. Ça s'en vient en politique aussi, hein, parce qu'il y a des ministres et des députés qui m'ont contacté pour Avoir leur tâter le podcast. brou pour avoir leur podcast. Ça s'en vient, ça. Ça, c'est parce qu'ils ont vu Québec solidaire utiliser le... Non, mais c'est Québec solidaire utilise le podcasting d'une façon très, très, très habile. Ils l'ont compris. Puis, on a Catherine Dorion qui a son podcast. On a Gabriel Nadeau-Dubois qui fait son podcast. Je n'y voyais aucun indice sur mon allégeance politique. C'est vraiment simplement une reconnaissance de la qualité de leur communication par rapport à cette réalité-là. Est-ce Pas que... Québec solidaire. Là, vous pouvez voir un lien sur son alliance politique. Mais tu sais, pour faire du push, je pense que c'est le fun. Puis je pense que cette communauté-là de podcasters doit encore plus s'entraider à se faire connaître. T'sais, recevoir un Marco Bernard sur mon show, ça va être bon pour moi, puis ça va être bon pour lui. De rouler tout ça, puis je pense que cet univers-là a énormément gagné à s'entraider pour augmenter la connaissance et l'écoute de tous les podcasts québécois. Là. Si on parle du Québec, là, je pense que ça peut être une belle façon de le faire parce que c'est de recevoir différents podcasteurs qui parlent de leur expérience comme personne dans un podcast qui s'applique. C'est là que tu viens faire du cross-marketing qui devient intéressant. C'est une belle famille, les podcasters. Oui. Les gens sont là pour s'entraider. Honnêtement, là, si tu regardes les animateurs de podcasts, ça arrive à peu près jamais. C'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui m'a dit non. Ah oui, que tu as invité. J'ai eu récemment sur l'Académie du podcast, Mathieu Stéphanie, 250 000 auditeurs par mois sur son podcast, un Français. Oh. Il était sur mon podcast il y a 3 semaines, 1 mois, puis ça n'a pas pris 2 ans pour l'avoir. Je l'ai contacté, puis ça a pris une couple de semaines, on s'est hooké up, puis ça s'est fait. Donc, tu sais, c'est une belle famille. Honnêtement, il n'y a pas de compétition. Tout le monde a quelque chose à y gagner, en fait, comme on disait, là, dans le sens que c'est un win-win. Oui, tout à fait. Puis pour ceux, mettons, qui pensent peut-être avoir des invités sur leur podcast, moi, c'est la forme que j'utilise, puis c'est fou à quel point les gens sont prêts à embarquer. Je pense, peu importe le domaine, c'est sûr que moi, c'est des gens de marketing, là, mais de toute façon, il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'est pas des gens normalement qui seraient à l'aise de parler et tout ça, puis finalement, ils ont accepté. Donc, juste vous dire que, tu sais, si vous avez peur, je suis pas sûre que ma crowd, comme vont vouloir embarquer, il y en a plein qui veulent embarquer, puis sont vraiment heureux de parler de leur histoire. Puis ça aide aussi d'avoir d'autres personnes que soi, parce que dans le fond, moi, quand je fais la promotion de mon show, c'est pas de dire « Hey, regardez qu'est-ce que j'ai fait, je suis vraiment cool ». C'est comme je partage quelque chose de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Puis aussi, ça permet de mieux passer le message. Juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, Marie, le premier invité de toute l'histoire du podcast, l'Académie du podcast, c'est Zach Renaud-Vedin. Le gars qui a été cité tantôt dans une des slides, là, qui est le directeur de Google Podcast. C'était mon premier invité. Fait que ça veut dire qu'il faut juste oser demander. C'est juste ça. Ben oui. L'audace. Ouais. Le temps passe super vite. En fait, j'en prendrais comme...
j'aurais pris beaucoup plus long, je pense, de cette discussion-là, mais j'aurais peut-être... On reviendra, pas de problème. Juste à côté. Là. Moi, j'étais à côté. Hey, j'ai du temps de lousse depuis que j'ai acheté un journal. Là. Le soleil, hein? Le J'aurais soleil. une dernière question, en fait, si vous êtes prêts aussi, le reste de l'audience aussi. Mais à quoi ressemble la communauté autour de vos podcasts? Justement, est-ce qu'elle est engagée? On a dit que, justement, il y avait des taux d'engagement très, très bons. Les gens vous écoutent, justement, au moins 36 minutes. Donc, à quoi ça ressemble dans les autres sphères, soit dans les médias sociaux ou même dans des événements ou quoi que ce soit? Elle ressemble à quoi vos communautés? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis « elle ressemble à quoi » Mais est-ce qu'ils sont très... est-ce que vous avez, comme justement, on a parlé du groupe Facebook de Marco, mais est-ce qu'il est-ce qu'il se passe autre chose autour du podcast? Est-ce que les gens discutent entre eux dans des groupes Facebook, ce genre de choses? Il y a un modèle comme ça qui... je pense que Distorsion est un exemple dans ce contexte-là où il y a le groupe Distorsion qui est très, très... dans lequel moi je contribue, j'adore ça. Très engagé. C'est une belle communauté. Donc, c'est au-delà d'un podcast, c'est un rassemblement de passionnés. Ils font des meet-ups dans le vrai monde. Dans le vrai monde. Dans la vraie vie. Ils sortent du numérique. Moi, je me fie à mon expérience par rapport à notre podcast que j'ai trouvé, ça a été une excitation incroyable. Les premières fois où j'ai vu des partages de gens que je connaissais pas, qui partageaient, qui partageaient notre podcast puis qui disaient allez écouter ça, c'est intéressant. Écoute, on a eu un partage de François Legault il y a un mois. Ah, c'est cool, ça. Je voulais mourir. J'étais comme... Ouais. Là, je l'écoutais puis j'étais comme Clairement. fuck, il est pas assez bon celui-là. C'est pas lui, C'est pas lui, il fallait qu'il partage. Il aurait voulu qu'il partage mon meilleur, mais tu sais, regarde, il faut que tu vives avec les aléas. Là. Je suis pas le meilleur dans la technique. C'est drôle parce que on reçoit des demandes. Moi, on l'a lancé, ça fait pas tellement longtemps, au Soleil non plus. Puis déjà, on a des entreprises qui me demandent hey, comment on fait pour être invité. Puis on a des gens, hey, c'est intéressant d'apprendre qu'une telle a fait ci, puis une telle a fait ça. Fait que tu as une communauté qui est très engagée, mais c'est une écoute qui est attentive. Ça dit quand tu écoutes de quoi 36 minutes, tu l'écoutes pas d'une oreille en lisant le journal, en écrivant au tableau. C'est une écoute qui est attentive où les gens veulent entendre parler du sujet qu'ils ont choisi, parce que c'est ça un podcast. Ouais. Tu choisis d'écouter un podcast. Tu choisis de t'abonner aux humains marketing. Tu choisis de suivre les engagés publics. Tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre de dire hey, ça me parle, j'ai le goût de l'écouter. Fait qu'à ce moment-là, tu as une crowd, tu as une communauté qui est très engagée puis qui va te suivre, puis qui va réagir. Il y a un phénomène qu'on voit... Si tu dis de la merde, tu vas te le faire dire. Exact. Il y a un phénomène qu'on voit dans Netflix, tu sais, le binge, quand on consomme en batch, là, en série. On a ça dans le podcast aussi souvent. Il y a un type, à un moment donné, qui m'arrête dans une conférence, puis il me dit toi, t'es Marco Bernard? Je dis oui. Il dit ma femme te déteste. J'ai-tu fait quelque chose? Puis là, il dit ça fait 2 semaines que je binge listen tes épisodes, mais le soir, à côté d'elle, sur l'oreiller. Puis là, elle dit elle est plus capable. Je dis OK, mais envoie-moi ses coordonnées, je vais m'excuser. Aide-toi. Mais c'est ça, mais c'est super engagé. Puis tellement que à un certain moment, on est tellement un peu comme quand on anime un podcast, on a des gens avec nous, on interview, dans mon cas, puis dans le cas des gens qui sont ici aussi, mais donc on est en relation avec des gens, mais on est un peu dans notre petit monde aussi. Puis ça m'a amené à faire un dossier spécial sur mon ordi qui s'appelle « Capture d'excellence ». Puis à chaque fois que je reçois un commentaire de quelqu'un qui me dit « ben ça a fait la différence pour moi, j'ai appris telle affaire », peu importe, screenshot. Puis je le mets là-dedans. Parce que dans des moments où tu te demandes des fois pourquoi tu fais ça, là, parce que ça arrive, là, des fois tu regardes tes stats, tu fais comme pourquoi, là? C'est quoi? Comment ça, depuis 2 semaines? C'est pas ça, là. Puis là, ça te fait remettre en question. Tu vas fouiller là-dedans, puis ça se replace. Oui, mais je pense qu'en fait, tous les entrepreneurs devraient faire ça. Exact. Chaque fois qu'ils ont des bons commentaires, comme ça, quand il y a des moments un peu plus difficiles, c'est pour ça que je fais ça. Eh bien, Crime, merci à vous 4. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Il me semble que j'aurais plein de choses à vous demander encore. Merci de Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. Vraiment.